Eh bien, bonsoir à toutes et à tous et merci d'être présents et présentes derrière vos écrans pour cette revue d'actualité interactive et décalée autour de la migration sur le thème du rituel concocté par Jean-François Toulouse. Très en cheveux. On en parle, Jean-François ? C'est ma coupe confinée, les poils sont en migration. Ah Alors, bien oui, ravi de vous retrouver avec Faiza après ces séances de cet été au Parc Rivière. Avec vous, toujours vivant. Oui, j'espère. Coucou les gens. Oui, me semble. Alors, revue d'actualité décalée, car nous y insulferons quelques vannes pourries, mais surtout des pauses artistiques avec Oliver, Carole et Thérèse qui nous ont offert ce magnifique rituel funéraire. Oui, car nous avons enterré notre monde d'avant avec la pandémie de la Covid-19. Et donc, Faiza finit bien les vicissitudes de ce monde d'avant, fini la précarité, fini l'austérité, fini l'égoïsme. Fini les violences et harcèlements faits aux femmes, fini les guerres, fini le réchauffement climatique, fini la lutte des kilos en trop. Tu veux qu'on parle des kilos, Faiza? Oui, c'est ma silhouette du confinement. Hein, la taille 40 est partie en exil à tout jamais. Oui, et fini bien sûr la crise migratoire, puisque tout le monde confine chez lui, comme nous allons en parler, avec cette revue de presse interactive, car vous pouvez intervenir depuis chez vous à tout instant en cliquant sur vos souris ou en tapotant sur vos tablettes. Ou en hurlant derrière vos écrans. Oui, pour nous dire si cette information vous semble incomplète ou erronée. Mais attention, vérifiez les informations, ne gobez pas n'importe quoi, pas qu'on vous prenne pour des cons, mais ceux qui vous parlent font souvent les bouffons. Enfin, surtout toi. Hein. Et toi? Non, toi. Toi. Toi, mon tout, mon roi. Mais pour cette revue d'actualité, tout d'abord, qu'est-ce qu'un rituel, Jean-François? Définition, peut-être? Eh bien, un rituel, c'est un ensemble de rites. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'un rite? Eh bien, un rite, c'est une pratique sociale de caractère sacré ou symbolique. Mais attention, hein, en ce moment, avec la pandémie, on ne fête pas, on célèbre. Nous sommes dans la salle des célébrations. Et bien sûr, nous avons comme rituel d'accueillir des invités et de les interroger. Et ce soir, vous n'allez pas y couper. Couper de cheveux, coupe de cheveux. Je vous l'avais dit, ça va être un peu pourri. Bien. Alors, je retrouve mon invité de ce soir. Ma première invitée, c'est Brigitte. Ça va, Brigitte? Je vois que tu t'es fait belle pour ce petit rituel. Noël, oui. Alors, est-ce que tu peux te présenter rapidement, dire qui tu es? Brigitte Lopez, je suis du réseau Éducation sans frontières. Alors, nous allons parler de migrants, de réfugiés. Tu préfères, toi, parler d'exilés. Est-ce que tu peux nous dire un peu la différence? C'est-à-dire qu'un migrant, c'est quelqu'un qui migre. C'est-à-dire si ton enfant, aujourd'hui, va s'installer à New York pour y faire un travail de trader, c'est un migrant. D'accord. Il est français, il migre aux États-Unis. Or, je pense que ce dont nous allons parler maintenant, ça n'a rien à voir avec ces personnes-là. Donc, moi, j'aime bien le terme d'exilé. Enfin, je l'aime bien. Je pense qu'il est plus approprié. Puis, je pense aussi qu'il parle mieux des personnes dont nous allons parler. Un exilé, c'est quelqu'un qui connaît l'exil et pour qui cet exil s'arrêtera le jour où il retournera chez lui, ou alors il s'installera définitivement dans un endroit qu'il trouvera accueillant. D'accord. Alors avec la crise sanitaire et le confinement, les exilés donc à Bordeaux sont-ils en sécurité? Que s'est-il passé avec le premier confinement? Alors les exilés ont des situations très différentes suivant leur catégorie sociale, bien évidemment. Puisque on ne vit pas pareil, même quand on est exilé, si on est un réfugié statutaire avec un médecin, par exemple, ou alors si on est sans papier et qu'on n'a pas de travail. Donc on ne vit pas pareil. Donc là, je suppose que tu veux que je parle des personnes qui sont sans papier, qui vivent en France sans droit, sans aucun droit, enfin, on ne leur a octroyé aucun droit, parce que des droits, ils en ont. Et ces personnes-là, pour le premier confinement, sont des personnes qui ont continué à vivre dans une très grande précarité, celle qu'ils avaient avant, surtout la précarité de logement, à laquelle s'est rajoutée la précarité financière. C'est peut-être ça la particularité du confinement, c'est que tout le travail au noir, parce que toutes ces personnes travaillent, bien sûr, le travail au noir s'est arrêté. Et ce travail qui enrichit tellement les patrons qui, soi-disant, hurlent contre les immigrés,
ça les arrange bien d'avoir des personnes qu'ils payent comme ils veulent, quand ils veulent. Et donc, le confinement a été un vrai moment de difficulté financière. Il y a des gens qui n'ont plus eu un centime. D'accord. Alors, les mesures d'expulsion se sont un peu calmées, disons, pendant ce premier confinement. Et après, l'été, comment ça s'est passé? Ah ben après, le travail repris, le travail normal de la préfecture, de Madame la préfète, qui expulse, qui de toute façon a dit qu'elle venait là pour ça. Alors, pas que pour ça, mais quand elle est arrivée, elle nous a dit que sa feuille de route était de vider la totalité des squats de la métropole. D'accord. Et avec le deuxième confinement, maintenant, l'hiver qui approche, alors est-ce que ça va être le Père Noël ou le Père Fouettard qui va passer? Là, c'est vrai que ça s'est de nouveau arrêté, d'autant qu'à la crise sanitaire se rajoute la trêve hivernale, qui formellement ne concerne pas les squats. On peut toujours expulser un squat pendant la trêve hivernale, mais ça ferait quand même tâche des centaines de familles et d'enfants à la rue avec le Covid et le froid. Donc pour l'instant, les expulsions de squats sont arrêtées. D'accord, une petite question maintenant pour finir. Depuis 2016, les étrangers qui arrivent en France et qui veulent y résider doivent signer ce qu'on appelle le contrat d'intégration républicain, avec lequel ils s'engagent à respecter les valeurs de la République française, apprendre le français et suivre aussi des cours d'éducation civique. Alors qu'est-ce que tu penses de ce contrat d'intégration républicain? Dans toute sa partie formation, ouverture à la culture, y compris apprentissage du français, j'ai rien à dire. Je dirais même que ce sont des choses qui ne sont pas assez faites pour la totalité des personnes qui arrivent en France. Contrat d'intégration ou pas contrat d'intégration. Par contre, la première phrase dont tu as parlé, c'est-à-dire qu'on leur demande de respecter les valeurs de la République, je trouve l'État très gonflé de mettre ça comme première phrase. Parce que l'État, vis-à-vis des exilés, est hors la loi. Oui, il est hors la loi. C'est-à-dire qu'il n'applique pas les lois qui, normalement, qui sont faites pour qu'ils les appliquent. Par exemple Par exemple, la loi oblige l'État à héberger les personnes en demande d'asile. Eh bien, il y a à Bordeaux des dizaines de personnes, voire des centaines peut-être, on ne les connaît pas tous, qui sont en demande d'asile et qui ne sont pas hébergés. Ils sont dans les squats, les fameux squats que Madame la préfète veut. Des mineurs, des femmes, des enfants. Alors les mineurs et les mineurs non accompagnés, c'est une catégorie particulière. Mais pour ce qui est des enfants, oui, bien sûr aussi. Oui. Les enfants, ils ont le statut de leurs parents. Donc si les parents sont à la rue, les enfants sont bien évidemment à la rue. Donc l'État est hors la loi sur ces questions-là. Donc demander à des gens de respecter les valeurs de la République, ça pose quand même question. Bon, eh bien, je te remercie Brigitte, et on va poursuivre cette soirée toujours dans les valeurs républicaines. Alors. Merci. Oui, si le monde d'avant sort encore sa matraque, ces exemples d'entraide et de solidarité se multiplient. Alors, Faiza, les peuples se retrouveraient-ils pour marier leurs compétences, leurs talents, leurs différences? Ah, le mariage, union sacrée mondialement célébrée.
Merci Oliver, merci Carole, merci Thérèse. On vous suivra jusqu'au seuil de la porte, dans cette lune de miel, en s'arrêtant au seuil de la porte, bien sûr. J'espère bien. Alors je te propose, Jean-François... Vive les mariés! Oh oui, vive les mariés, bien sûr. Et je te propose, Jean-François, un peu de douceur maintenant, et d'accueillir notre invité. Tu sais, le rituel que nous avons à chaque fois, d'accueillir notre zitrone de l'histoire, Monsieur Guy Lenoir. Tu n'avais pas un petit rituel à me faire, toi de... Tu y tiens? Oui. Eh bien, c'est vrai qu'au Maghreb, quand on se marie, on fait... Ah, ça se surprend à chaque fois, ça me casse un peu les oreilles. Si tu m'épousais, c'est autre chose que je te casserais. Mais justement, pour être dans l'intimité de l'histoire, je te propose de retrouver Guy Lenoir, notre zitrone de l'info. Celui qui nous chatouille l'esprit, notre Guili Guili. Le mécano des mots. À tout à l'heure. Guy Lenoir, bonsoir. Bonsoir, Faïza. Alors, il paraît que tu as une histoire à me raconter sur ce rituel que nous célébrons. Tout à fait. Nous sommes des millions à célébrer un rituel Tout à chaque fait. année qui date de 2020 ans et ce rituel est Noël. Mais toi, tu as une histoire tout à toi, très personnelle, sur ce qui Exactement. s'est passé. D'abord pour te dire, Faïza, je ne suis pas le noir que vous croyez. Ah, Donc il s'agit d'une jeune femme que nous appellerons Marie, qui est une jeune artiste plasticienne qui pratique la performance migratoire. c'est en Et- 2020, c'est ça? Il y a 2020 ans. Alors, il y a 2020 ans. 2020 ans. Et donc elle est ce jour-là sur son âne. Oui, Marie est sur son âne. Elle traverse les monts et les vallées dans la Jordanie, près de Bethléem, qui est Oui. un petit village. Oui, oui. Et voilà qu'elle est, comment dirais-je, non pas inspirée, mais tout à coup, il lui arrive une histoire fantastique. C'est-à-dire, L'Esprit Saint lui tombe dessus sur la tête. fais voir. Ah, en effet, oui, elle est pénétrée par le Saint-Esprit. Elle est pénétrée par le Saint-Esprit. Bon, a priori, rien de grave, rien d'épouvantable. Bon, C'est d'accord. peut-être bénéfique, bienfaiteur. Et qu'est-ce que ça lui fait? Qu'est-ce que ça Eh lui bien, provoque? Tout à coup, petit à petit, voilà qu'elle devient enceinte Oh, par l'Esprit Saint. par l'Esprit Saint. Donc, Marie, Or, arrivant dans un village, c'est quand même un peu compliqué. Une jeune femme enceinte, vite, il faut lui trouver un mari, oui, bien de sûr. manière à ce que la société retrouve l'équilibre. Alors, qui s'y colle? Alors, le jeune Joseph, qui est un brave garçon, un ouvrier menuisier, va être et prendre le rôle du mari de Marie. Et donc, quelques mois plus tard, a priori neuf, n'est-ce pas, naturellement, elle va enfanter d'un beau bébé. Mais voilà-t-il pas que ce bébé, il est blanc. Or, Marie et Joseph sont noirs. Pourquoi? Parce que le premier homme, la première femme, historiquement, scientifiquement, sont nés noirs en Ok. Afrique. Sauf comme le Saint-Esprit lui est tombé dessus, eh bien l'enfant, c'est l'enfant de Dieu. Or, Dieu, lui, il est blanc. Donc, Évidemment, l'enfant de Marie et de Joseph est blanc. Ça a dû être un choc pour le monde entier de C'est connaître. un choc pour le monde entier, mais c'est aussi une grande joie pour le monde entier d'avoir un enfant qui va peut-être être le sauveur du monde. Ah. Donc, de toutes parts, d'Asie, d'Europe et d'Afrique, viennent des rois et des reines que nous appellerons les rois mages, Melchior, Balthazar et Gaspard, qui viennent honorer la venue de ce petit roi qui va peut-être bouleverser le monde, notamment le monde de la chrétienté, c'est-à-dire le monde blanc, Faïza, vous avez bien compris. Alors, tous ces gens qui se retrouvent, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, d'abord, les Noirs, le monde noir, le Père Noël, qu'on appellera plus tard, on va en parler, le Père Noël arrive d'Amérique, sous la forme de ces petits personnages en rouge, rouge et noir, qui symbolisent donc toute la gaieté du monde américain, jazz, le swing, la musique, et voilà. Tu veux dire, Guy, qu'il y a 2020 ans, en fait, l'Amérique était déjà peuplée Exactement, par des... Ah, c'est pas les exactement. Espagnols qui ont... Exactement. C'est pas les Espagnols Hein, du et les tout Duke qui ont découvert Ellington l'Amérique. et les Miles Wow. Davis peuplaient déjà la planète. Ils sont là. Ripaille, banquet, Ah, tout le monde se met à table et non pas dans les tables, hein, comme on peut naturellement, croire. À voilà, table. la joie de partager ensemble ce bonheur-là. Une bonne choucroute, là. tu vois. Et depuis maintenant, depuis 2020 ans, chaque année, Oui. le 25 décembre, nous célébrons la venue de cet enfant Jésus. Alors là, c'est très récemment, c'est un couple justement qui représente Marie et Joseph. Donc nous avons... Voilà, Donc c'est Joseph et Marius. selon les traditions. Ici, deux garçons, ici, Ma- Juliette et Julie, Juliette et Julie, donc pour les deux Seychelles. jeunes femmes avec
la coco voilà, qui symbolise la naissance de l'enfant. Et donc chaque année, nous nous retrouvons sous le sapin de Noël, Au pied du sapin. au pied du sapin, au pied duquel d'ailleurs il y a des cadeaux pour les enfants, mais aussi pour les migrants, pour les déplacés, pour les exilés, les sans-dossiers, les sans-papiers, les exilés, SDF. et puis vous-même, et puis moi-même. Alors, tout ça, c'est Tout le monde, formidable. quoi. Mais voilà-t-il pas que dans certains pays, il n'y a pas le sapin de Noël. Alors, Notamment comment on fait? dans les pays du Sud. Dans les pays du Sud, il y a le sapin de banane. Magnifique. Voilà. Donc c'est au pied du sapin de banane que nos amis d'Afrique fêtent la Noël. Et d'ailleurs, la ville de Bordeaux, qui est jumelée avec nombre de villes d'Afrique, elle a adopté également la banane pour orner le symbole de sa ville. Les 3 bananes, les 3 croissants lunes, le porc, voilà, symbolisent tout à fait la ville de Bordeaux grâce à la banane. Faiza, je vous offre une banane qui vient de Codéran, car nous avons à Codéran une bananeraie, et donc nous allons symboliser cette année la Noël 2020 grâce à la banane. Santé. Santé. Eh bien, merci Guy pour cette histoire qui me met la banane, j'espère à vous aussi. On va la garder hein, jusqu'au moins au 24, et puis comme ça, tous ensemble, on se souhaitera une bonne année. Merci Guy. Je vais retrouver Jean-François pour la suite de l'actualité. Oui, Faiza, nous enchaînons tout de suite sur les brèves du monde, car les plus courtes Sont les plus courtes. Une nouvelle espèce de migrant est née en France. Avec la crise sanitaire, 15% des Parisiens ont en effet fui la capitale pour aller en province. Alors, migrants économiques ou migrants politiques? C'est la question. Les chasseurs bénéficient de dérogations pendant leur confinement afin qu'ils puissent s'adonner à leurs loisirs. De plus en plus de Français donc se déguisent en chasseurs pour pouvoir se promener librement dans les bois. Un faux chasseur nous déclare. Pas besoin de se promener avec un fusil. Il nous suffit juste d'avoir une tenue de chasseur, mais surtout d'être bien alcoolisé pour passer inaperçu. Mais pourquoi tu prends la voix de Jean Castex? Il chasse? Non, je ne sais pas, ça m'est venu comme ça. Ah, bon. Confinement. Les lettres de dénonciation numérique sont désormais accessibles en ligne. Le gouvernement vient en effet d'annoncer l'ouverture du site jeditout.gouv.fr qui permet de remplir en ligne, sous forme numérique, les lettres de dénonciation. 90% des Français, non, 97% des Français sont favorables au vaccin anti-Covid-19 s'il est d'abord testé sur les députés de La République En Marche. Donald Trump va-t-il devenir un réfugié des élections truquées? Toujours est-il qu'avant de quitter son poste de président, peut-être évidemment si ce n'est pas truqué, il a voulu faire comme au Grand Parc à Bordeaux. Lui aussi, il a une salle des fêtes. Ah oui, il a une salle des fêtes. Non, une salle des fêtes. Salle des fêtes. Oh là là. Bon, retournons à notre salle des fêtes, qui est ici une vraie réussite, n'est-ce pas? Surtout quand on n'est pas confiné. Même si on est confiné, hein, on est accueillis super bien ici, vous voyez, avec des petits gâteaux. Des bananes. On connaît les gestes barrières de la faim. Hein. Attention aux kilos en trop. Oui, mais ceux que j'ai, je les garde. Ah non, hors de question de les rendre. Je les garde, tout comme les réfugiés, les exilés. Chez nous, ils sont, chez nous, ils vivront. Oui, merci Faiza pour cette sage parole. Et justement, tu vas accueillir, je crois, maintenant notre dernier invité exilé en France. Bonsoir. Bonsoir, Alors, je m'appelle Faiza, enchantée. enchanté. Quel est votre nom? Moi, c'est Moussa, Enchanté, Moussa. enchanté, Merci d'être avec nous. avec plaisir. Alors, Moussa, c'est un anniversaire aujourd'hui, parce que je crois que votre pays d'origine, c'est... Guinée-Conakry, Et vous êtes parti quand de la Guinée-Conakry? le fin novembre. Ouais, Novembre. c'est novembre 2015. Donc, ça fait 5 ans. Oui, 5 ans de cela. Et je peux vous demander pourquoi vous avez quitté votre pays? Ben, bon, en fait, il y a plein de causes. Oui. Moi, je voulais continuer les écoles en Guinée, mais du coup, là où j'étais avec la famille d'abord, ma maman et mon père, que le jeune frère de mon papa qui est venu pour me réclamer, pour aller avec lui dans la capitale pour les études. Du coup, il m'a pris. Moi, je croyais que c'était pour les études, mais c'était pour un autre cas. C'était pour m'inscrire dans l'armée. Ah, Ouais. Et que moi, je n'ai pas voulu. ok. Donc, à chaque fois qu'il me demandait des trucs à faire, moi aussi, je refusais. À chaque fois que je rentrais, je m'apprêtais à des coups de fouet quand même.
Ah, vous étiez battu parce que vous ne vouliez pas rentrer dans l'armée comme voulait oui, votre oncle. Oui. Vous, qu'est-ce que vous vouliez faire? Ben, je voulais continuer les études. Quelles études, par exemple? Bon, en Guinée, je voulais faire la géomine, mais du coup, comme je n'ai pas pu ici, je me suis dit, bon, peut-être en Algérie, j'ai commencé le bâtiment, que j'ai beaucoup aimé, le carrelage, l'électricité, la peinture, que je n'ai jamais fait chez moi, mais bon, ça m'a donné beaucoup de courage quand même à le faire. Donc vous quittez Conakry, c'est Oui. ça, vous étiez à Conakry, Oui. en novembre 2015, vous Oui. partez et vous mettez... Où est-ce que vous allez? Ben, je suis quitté en Guinée, je suis venu au Mali, j'ai fait 2 semaines au Mali. Après le Mali, je suis venu en Algérie, j'ai fait là-bas 4 mois. 4 mois, je suis quitté, je suis parti au Maroc pour faire 6 mois au Maroc. Du coup, je suis quitté au Maroc, je me suis retourné encore en Algérie pour faire 6 mois. Après le Maroc, après l'Algérie, je suis parti à Libye. En Libye? J'ai fait 11 mois à Libye. Bon, 2 mois de plus. Quand je suis rentré, on m'avait emprisonné pour 2 mois. Du coup, Parce que vous n'avez pas le droit d'être là, en fait. oui. Du coup, on est quitté là-bas. Je suis parti sur J'avais un ami qui était à Tripoli, que j'avais son contact. Je lui ai dit, ben, on nous a emprisonnés. Je suis en prison là à Ben Walid. En Libye? Oui, à Ben Walid. Donc vous partez en novembre 2015 Oui. de Guinée et vous mettez vous aviez pour objectif d'aller en France? Non, je n'ai jamais pensé pour venir en Europe. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez à un moment donné... À un moment donné, comme j'avais trop choqué à Libye, Oui. ben, bon, je me suis dit, j'ai croisé un monsieur en prison là-bas, c'était un Libyen qui m'avait pris, bon, je faisais du travail forcé aussi avec lui aussi. Hein. Des fois, il me prenait pour m'amener travailler dans les chantiers, des fois dans les champs d'arachide, tu vois, juste pour avoir un peu de manger quand même. D'accord, pour de quoi vous nourrir. Et du Ouais. coup, vous vous retrouvez à traverser la Méditerranée pour aller en France? Oui, il m'avait proposé, il m'a demandé si j'ai envie d'aller en Europe. J'ai dit ben oui, parce que là, je ne me sentais pas bien maintenant. J'ai dit ben oui, je vais aller en Europe. Il m'a dit ok, il n'y a pas de souci, moi je vais essayer de te trouver la solution pour aller. Et donc? Et puis donc, un soirée, il m'avait appelé, que Moussa, bon, du coup, j'ai quelque chose à te proposer, tu peux venir à la maison? J'ai dit oui. C'était à 22h, il est venu me chercher dans le foyer. Il m'a envoyé au bord de la mer, il y avait l'embarcation, les gens il y avait plein de personnes et puis bon. Donc un Zodiac, Un Zodiac avec 100 personnes, 150? 135 personnes. Vous êtes arrivé à destination? Bon, le bateau, on avait le gal était percé, il y a eu 35 morts. Bah, je peux dire, tout le monde s'attendait, tout le monde attendait que la mort. Hein. Heureusement que SOS Méditerranée est venu nous sauver. C'est eux qui vous ont sauvé, donc Oui, vous avez oui, accosté en Italie? Oui, ils nous ont accosté à Sicilia. À Sicilia. Oui, Combien de temps vous êtes resté en Italie? Je suis resté en Italie, j'ai fait 1 an, 6 mois en Italie. Et vous n'êtes pas resté parce que vous ne pouviez rien faire là-bas non plus? Oui, j'avais plein d'objectifs à faire en Italie, mais je me suis dit, bon, là je suis en Europe, peut-être je peux avoir l'opportunité de continuer les écoles, soit suivre des formations qui me plaisent. Mais là, j'ai vu que ouais, vraiment, c'est pas pareil. Pas pareil. Alors, qu'est-ce que vous avez fait d'Italie? Je suis resté comme ça, sans rien faire. Pendant 1 an, 6 mois, je me dis, ben non, moi, je ne peux pas. Parce que moi, déjà, j'aime bouger un peu partout. Même si pour rester dans un centre, manger, dormir, ben, ce n'est pas mon objectif. Donc, vous partez. Ben, je suis quitté. Comment vous avez fait pour arriver en France? Ben, j'ai pris le bus pour Milan. Du coup, j'ai traversé l'île de Sicile jusqu'à Milan-Torino. Torino, je suis passé par Ours. J'ai commencé à marcher à Ours pour venir jusqu'à Mont-Genève à Briançon. Donc à pied, vous avez traversé la montée à pied dans le froid? Oui, à pied. Et vous avez été accueilli à Briançon? Oui, j'ai été accueilli à Briançon. Alors, quand est-ce que vous êtes arrivé en France, la date? C'était 5e mois 2019. Donc vous avez mis 4 ans entre la Guinée-Conakry et la France. Ouais. Et alors aujourd'hui, et comment vous êtes arrivé à Bordeaux? À Bordeaux, ouais, j'ai eu des contacts à Briançon. J'ai un ami, Adrien, qui m'avait donné le numéro de
Bernie, Bernie. notre militante adorée. Exactement. Donc, on ne s'est pas vu, du coup, je l'ai appelé. Je dis, ben, Bernie, je veux venir à Bordeaux. Je connais personne. Il me dit, ben, tu es toujours le bienvenu à Bordeaux. J'ai dit, ok, là, je ne veux pas retarder en même temps. Parce que j'avais demandé à Adriane. Adriane me dit, ben, surtout, tu peux aller à Bordeaux, peut-être tu vas trouver des formations que tu veux faire. Tu peux trouver des inscriptions à travers des associations. Et vous avez trouvé? Bon, pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé, mais quand même, j'ai fait plein de démarches. Avec la prophétie, ce n'est pas facile du tout. C'est pas facile. Comment vous êtes accueilli ici? Difficilement? C'est difficile, vraiment. À cette période-là, c'est difficile. Il y a plein d'aides, mais bon, à chaque fois qu'on me propose, la prophétie refuse. C'est la préfecture qui refuse. Ouais. Du coup, comment vous faites? Est-ce que vous êtes logé? Est-ce que vous êtes accueilli quand même par des... Bon, je suis logé avec... C'est elle qui m'avait hébergé quand je suis venu. C'est Bernie qui vous a hébergé? Oui, dans une squat qui était... Bon, là, c'est déjà fermé. Mais avec tout ça, là aussi, il m'a trouvé encore de place avec des bénévoles, tu vois. De quoi vous avez besoin, là? Là, j'ai besoin... Bon, on ne peut pas dire que j'ai besoin d'un titre de séjour. J'ai besoin, mais... Moi, mon objectif, c'est quoi? C'est avoir une formation que je puisse m'en sortir dans la vie sans rester rien faire. Vous ne pouvez pas rester sans rien faire? Non, ce n'est pas mon but. En Guinée, il y a toujours vos parents? Vous avez de la famille là-bas? Oui, j'ai mon père, j'ai ma mère et j'ai mes deux frères ici. Est-ce que vous avez un message à dire aux gens qui sont ici, qui vous regardent? Est-ce que vous avez un message à nous donner? Ben, le seul message que je peux vous donner, c'est juste, bon, si nous, les demandeurs d'asile qui sont là, qui ont le cœur, le courage de faire, de travailler. Parce qu'en parlant aussi, il y a certains aussi qui ne veulent rien faire aussi, on le comprend déjà. Donc, qui ont un objectif en tête, que la prophétie peut les aider pour leur donner un peu d'accès. Donc aux institutionnels, vous parlez aux institutionnels? Oui, c'est la seule solution, pour moi c'est le seul message à passer. S'il peut nous donner un peu d'accès quand même aux formations. En formation, dans les différents lycées ou dans les différentes formations. Ben, c'est ça pour moi l'objectif. Moussa, bienvenue. Ouais, merci. J'espère que vous trouverez sur votre chemin des gens qui vous aideront et que la préfecture se bougera un petit peu plus. Merci. En tout cas, vous êtes le bienvenu ici et merci d'avoir participé à cette interview. Merci à vous aussi d'avoir pensé à nous aussi pour nous appeler sur le plateau. J'espère quand même le message, ouais, il y a d'autres qui vont essayer de le comprendre. Bon, je souhaite quand même, ouais, plein de personnes vont essayer de comprendre quand même. Merci Moussa. Merci. Pour la fin de l'actualité, je retrouve bien sûr Jean-François. Et pour conclure cette revue de presse sur les exilés et sur les rituels, nous avons parlé de mort, nous avons parlé de mariage. Voici venu le temps de célébrer l'avènement du monde de l'après. Enfantons-nous de possibilités joyeuses et ouvertes sur l'autre, peut-être comme dans un tout-monde au sens d'Édouard Glissant.
Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette revue d'actualité et réjouissons-nous tous et toutes car le monde de l'après est en nous.